Pendant presque toute une vie, elle est restée silencieuse sur ce qu'elle a vécu comme prisonnière, alors qu'elle était encore trop jeune pour mesurer l'ampleur de ce qu'elle allait traverser. Elle ne s'est pas tue par peur, ni par oubli. Elle a parlé parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Ce qui suit n'est pas un récit ordinaire. C'est la voix de celle qui a traversé ce que beaucoup n'ont pas survécu pour raconter. Écoutez jusqu'au bout. Certaines histoires ne demandent pas l'attention. Elles l'exigent. Pendant longtemps, j'ai laissé les livres d'histoire raconter des mensonges sur ce que nous avons vécu. Si vous ouvrez un manuel scolaire aujourd'hui, vous lirez que les femmes françaises capturées par l'occupant étaient arrêtées pour leur lien avec la résistance, interrogées pour des secrets, torturées pour des codes ou des noms de passeurs. C'est ce qu'ils racontent pour protéger la conscience collective, pour donner un sens héroïque à notre souffrance. Mais la vérité est beaucoup plus sale. La vérité, c'est qu'il y avait un endroit dans ce bâtiment, au bout du couloir du 2e étage, où la guerre s'arrêtait et où quelque chose de bien plus primitif commençait. Dans la salle d'interrogatoire, ils voulaient ce qu'il y avait dans notre esprit. Dans la salle 11, ils voulaient ce qu'il restait de notre humanité. Il n'y avait pas de questions là-bas, pas de « que savez-vous » Il n'y avait que des ordres, le bruit de la respiration lourde d'hommes qui se croyaient tout permis, et cette certitude terrifiante que, pour ceux qui fermaient cette porte à clé, je n'étais plus une personne. Je n'étais plus Éléonore. J'étais devenue un objet, une chose. Je me souviens de l'odeur de cet endroit avant même de revoir les visages. Ce n'était pas l'odeur de la poudre à canon ou du sang, comme dans les films. C'était une odeur de cire à parquet, de tabac froid et d'eau de Cologne bon marché que les officiers portaient pour masquer la puanteur de leurs propres actes. J'avais 22 ans. J'étais naïve. Je pensais que le monde était régi par des règles, que même dans la guerre, il y avait des limites que les hommes n'osaient pas franchir. J'avais tort. La salle 11 m'a appris que la cruauté n'a pas de fond. Quand je ferme les yeux, je suis encore assise sur cette chaise en bois, le dos droit, essayant de ne pas trembler, fixant le numéro peint en noir sur la porte, priant pour qu'il m'emmène n'importe où ailleurs, même à la mort. Tout, sauf la salle 11. Avant que le ciel ne me tombe sur la tête, ma vie était d'une banalité que je chéris aujourd'hui comme un trésor perdu. J'habitais une petite ville de province qui semblait endormie, presque oubliée par le conflit qui ravageait l'Europe. Je travaillais à la poste. Je triais des lettres que des mères inquiètes envoyaient à des fils qu'elles ne reverraient jamais. J'avais des rêves simples. Épouser Henri, avoir un jardin, ne plus jamais avoir froid. Je ne me mêlais pas de politique. Je baissais les yeux quand les camions gris traversèrent la place centrale. Je pensais que mon invisibilité était mon armure. Mais l'occupant ne cherchait pas seulement des ennemis. Il cherchait des proies. Et ce mardi de novembre 1943, sous une pluie glaciale qui transperçait les os, ils ont décidé que j'étais coupable d'exister. L'arrestation ne fut pas spectaculaire. Pas de coups de pied dans la porte, pas de cris. Juste 2 hommes en longs manteaux de cuir noir qui attendaient à la sortie de mon travail. Ils n'ont même pas sorti leurs armes. Ils ont simplement ouvert la portière d'une traction avant noire et m'ont fait signe de monter. Le silence de ce trajet fut plus terrifiant que n'importe quelle menace. Je regardais défiler les rues de ma ville, ces boulangeries, ces parcs où j'avais joué enfant, et ils me semblaient soudain étrangers, comme si je les regardais depuis le fond d'un puits. Je voulais demander « Pourquoi ?» Mais ma gorge était comme serrée par une main invisible. Je savais, instinctivement, que toute parole pouvait aggraver mon cas. Je serrais mon sac à main contre ma poitrine, comme si ce petit morceau de cuir pouvait me protéger de la machine de guerre qui venait de m'avaler. Nous sommes arrivés devant un ancien hôtel particulier, une bâtisse élégante du 19e siècle que la commandanture avait réquisitionnée. De l'extérieur, c'était majestueux. De l'intérieur, c'était une usine à briser les âmes. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti le changement de pression atmosphérique. L'air y était plus lourd, chargé d'électricité statique et de peur. On m'a poussé dans un grand hall où d'autres femmes attendaient déjà. Certaines pleuraient doucement, d'autres restaient figées, le regard vide, en état de choc. Il n'y avait pas d'hommes prisonniers ici. C'était un espace réservé aux femmes. Et c'est là que j'ai compris la première règle de cet endroit.
Nous n'étions pas là pour être jugés. Nous étions là pour être triés. Un officier administratif, un homme au visage rond et aux lunettes cerclées de métal, notait nos noms dans un grand registre. Il ne nous regardait pas dans les yeux. Pour lui, nous étions du bétail. Nom, âge, statut marital. C'était mécanique. Quand mon tour est venu, j'ai balbutié mon nom. Il a levé la tête, m'a scruté de haut en bas avec une indifférence glaciale, puis a griffonné quelque chose dans la marge de son cahier. Il n'a pas écrit « suspecte » ou « résistante ». J'ai su plus tard qu'il avait mis une croix rouge, une croix qui ne signifiait pas « prison ». Elle signifiait « disponible ». À cet instant précis, j'ai cessé d'être une citoyenne française protégée par les conventions de Genève. Je suis devenue une ressource à la disposition du plaisir et de la cruauté de la garnison. On nous a conduites au sous-sol pour la désinfection. C'était le premier acte de la démolition de notre identité. Ils nous ont ordonné de nous déshabiller, toutes ensemble, jeunes filles, mères, grand-mères. La honte était palpable, une brûlure sur la peau. Ils nous ont aspergés d'une eau glacée, puis d'une poudre blanche qui brûlait les yeux. Ils ont pris nos vêtements civils, nos bijoux, nos alliances. En échange, nous avons reçu des robes grises, informes, faites d'un tissu rêche qui grattait la peau. En l'espace de 20 minutes, ils avaient effacé nos différences sociales. La femme du médecin et la fille de l'ouvrier étaient désormais identiques, tremblantes, nues, vulnérables. C'est à ce moment-là que j'ai vu le regard des gardes changer. Ce n'était plus le regard de soldats surveillant des prisonnières. C'était le regard de propriétaires inspectant leur nouvelle acquisition. La structure du bâtiment était conçue de manière perverse. Au premier étage, il y avait les bureaux administratifs, où la bureaucratie du Reich suivait son cours avec une efficacité effrayante. Au sous-sol, les cellules communes, humides et surpeuplées. Mais c'était le deuxième étage qui hantait nos cauchemars. C'était là que se trouvaient les chambres spéciales. On apprenait vite à distinguer les sons. De l'aile est, on entendait parfois des cris aigus, des bruits de chaises renversées. C'était l'interrogatoire classique. Brutal, violent, mais compréhensible dans la logique de guerre. Mais de l'aile ouest, où se trouvait la salle 11, il ne sortait rien. Pas un son. Juste le bruit des bottes qui allaient et venaient. Et parfois, le sanglot étouffé d'une femme qu'on ramenait dans la cellule, les vêtements déchirés, les yeux fixés sur une horreur que nous ne pouvions qu'imaginer. Ma première nuit dans la cellule commune fut une veillée funèbre. Nous étions entassés à même le sol, sur de la paille humide. Personne ne parlait vraiment, mais les murmures circulaient. Les plus anciennes, celles qui étaient là depuis quelques semaines et qui semblaient avoir vieilli de 10 ans, nous ont mises en garde. Ne les regarde pas dans les yeux, disait une femme nommée Claire, dont les mains ne cessaient de trembler. Ne te fais pas remarquer. Si tu es malade, cache-le. Si tu es forte, cache-le aussi. Sois grise, sois invisible. Mais comment devenir invisible quand on a 22 ans et que votre nom est sur une liste avec une croix rouge? Je me suis recroquevillée dans un coin, tirant sur l'ourlet de ma robe rêche, essayant de disparaître dans le mur de pierre. Le lendemain matin, la routine a commencé. L'appel, la soupe claire qui avait un goût de terre, et l'attente. L'attente était une torture en soi. Chaque fois que la porte lourde de la cellule s'ouvrait, 60 cœurs s'arrêtaient de battre à l'unisson. Un officier entrait, sa silhouette se découpant dans la lumière du couloir. Il tenait une liste. Il lisait un nom. Et la malheureuse qui se levait savait qu'elle jouait à la roulette russe. Serait-ce pour nettoyer les latrines? Pour un interrogatoire sur un voisin suspect? Ou serait-ce pour le deuxième étage? J'ai vu une jeune fille, Marie, être appelée. Elle s'est levée avec une dignité fragile. Elle n'est revenue que le soir. Elle ne marchait plus de la même façon. Elle s'est assise sans un mot, et quand j'ai essayé de lui toucher l'épaule, elle a reculé, comme si ma main était en feu. Elle n'a jamais dit ce qui s'était passé, elle n'a pas eu besoin de le faire. Ses yeux vides hurlaient. 3 jours après mon arrivée, la porte s'est ouverte à une heure inhabituelle. Il était tard, peut-être 22 heures. L'officier qui est entré n'avait pas de liste. Il connaissait déjà ce qu'il cherchait. Il a balayé la pièce du regard, lentement, méthodiquement, comme un homme choisissant un fruit au marché. Son regard s'est arrêté sur moi.
Mon sang s'est glacé dans mes veines. Il a fait un simple geste du doigt. Pas un mot. Juste ce doigt ganté de cuir pointé vers ma poitrine. Je me suis levé, les jambes en coton, l'esprit vide de toute pensée cohérente, sauf une. Pas la salle 11. S'il vous plaît, mon Dieu, tout sauf la salle 11. Côte, il m'a fait signe de sortir. J'ai marché dans le couloir, le bruit de mes sabots de bois résonnant comme des coups de marteau. Nous avons monté l'escalier, première marche, deuxième marche. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Nous avons dépassé le premier étage. Nous avons continué à monter. Vers le silence. Vers l'aile ouest. Et là, au bout du couloir sombre, éclairé par une ampoule nue qui grésillait, je l'ai vue. La porte. Le chiffre 11. Et la main de l'officier qui se tendait vers la poignée. La porte s'est refermée derrière moi avec un déclic discret, presque poli. C'est ce son qui m'a hanté le plus longtemps. Pas un claquement violent, pas un bruit de geôle, mais le son feutré d'une porte de bureau bien huilée. À l'intérieur, la salle 11 ne ressemblait pas à une chambre de torture médiévale. Il n'y avait pas de chaîne au mur, pas de taches de sang visibles sur le sol. C'était pire. C'était un espace domestique, perverti. Il y avait un tapis perçant au sol, un bureau en acajou massif, une lampe à abat-jour vert qui diffusait une lumière tamisée, presque intime. Et dans le coin, un gramophone jouait un air de musique classique, du Wagner ou du Beethoven, je ne saurais plus dire, mais la mélodie était douce. Ce décor civilisé était le piège ultime. Il vous faisait douter de la réalité du danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'homme qui m'attendait n'était pas l'officier qui m'avait amené. Celui-là était assis derrière le bureau, le dos tourné à la fenêtre dont les lourds rideaux de velours bordeaux étaient tirés. Il portait l'uniforme gris de la Wehrmacht, mais il avait enlevé sa veste, restant en chemise blanche, les manches retroussées avec une précision chirurgicale. Il ne m'a pas regardé quand je suis entré. Il écrivait. Le grattement de sa plume sur le papier était le seul son qui rivalisait avec la musique. Je suis resté debout, près de la porte, mes mains serrant le tissu rêche de ma robe de prisonnière, essayant de contrôler le tremblement incontrôlable de mes jambes. J'étais une statue de glace, attendant le coup de marteau. « Approchez », a-t-il dit. Son français était parfait, sans accent, ce qui le rendait encore plus terrifiant. Cela signifiait qu'il nous comprenait, qu'il nous connaissait, qu'il n'était pas une brute ignorante, mais un monstre éduqué. J'ai fait 3 pas. Il a posé son stylo, a retiré ses lunettes et m'a enfin regardé. Ses yeux étaient d'un bleu délavé, aqueux, vide de toute émotion. Il ne me regardait pas comme un homme regarde une femme. Il me regardait comme un technicien regarde une machine qu'il doit réparer ou démonter. Il n'y avait ni haine, ni désir visible, juste une curiosité froide, propriétaire. Numéro 408, a-t-il lu sur sa fiche. Éléonore, 22 ans, en bonne santé apparente. Il a prononcé ces mots comme s'il lisait l'inventaire d'un magasin. Il s'est levé et a contourné le bureau. C'est là que j'ai vu l'autre meuble de la pièce. Un lit de camp médical, étroit, recouvert d'un drap blanc immaculé qui jurait avec la crasse de nos cellules du sous-sol. À côté, une petite table roulante avec des instruments métalliques et une bouteille d'alcool. « Déshabillez-vous » a-t-il ordonné. Sa voix était calme, presque ennuyée. « Nous devons vérifier que vous ne portez pas de maladie. L'hygiène est primordiale pour le Reich. » C'était leur grand mensonge. Ils déguisaient le viol en procédure médicale. Ils cachaient la barbarie sous le masque de la science et de l'ordre. J'ai hésité une seconde. Une seconde de trop. Il n'a pas crié. Il a simplement fait un pas vers moi, et la menace dans l'air est devenue si dense qu'elle m'a coupé le souffle. J'ai laissé tomber ma robe au sol. Je me suis retrouvé nu au milieu de cette pièce chauffée, mais je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Ce froid n'était pas physique. Il venait de l'intérieur, de la moelle de mes os. Il a commencé son examen. Il portait des gants de cuir fin. Le contact du cuir froid sur ma peau nue était une violation en soi. Il me tournait, me retournait, inspectait mes dents, mes cheveux, mes bras. Il murmurait des commentaires en allemand pour lui-même. Je me sentais rétrécir. À chaque toucher, une partie de moi s'effaçait.
Je n'étais plus Éléonore. J'étais un corps, un morceau de viande inspecté avant l'abattoir. C'est à ce moment-là que j'ai appris la technique qui m'a permis de survivre aux années suivantes. La dissociation. J'ai fixé mon regard sur un point précis du mur, juste au-dessus de sa tête. Il y avait une petite fissure dans le papier peint à motifs floraux. Une fissure qui ressemblait à la forme d'un oiseau. J'ai concentré toute mon énergie mentale sur cet oiseau de papier. Je me suis imaginé devenir minuscule, grimper dans cette fissure et m'envoler loin de cette pièce, loin de cette odeur de tabac et de cuir, loin de ces mains qui s'autorisaient tout. Pendant qu'il faisait ce qu'il voulait de mon corps, mon esprit était ailleurs. Je flottais au plafond, regardant la scène d'en haut. Je voyais cette pauvre fille, nue en bas, et je ressentais une pitié immense pour elle, comme si c'était une étrangère. « Tiens bon », je lui disais mentalement, « ce n'est pas toi, ce n'est qu'une enveloppe. Il ne peut pas toucher ce que tu es vraiment. » Ce qui se passait dans la salle 11 n'était pas toujours violent au sens physique du terme. Parfois, la violence était psychologique, insidieuse. Après l'examen, il ne m'a pas renvoyé tout de suite. Il s'est rassis à son bureau, a allumé une cigarette et m'a laissé là, nu, debout au milieu de la pièce, pendant qu'il fumait. Il me regardait à travers la volute de fumée bleue. C'était une démonstration de pouvoir absolu. Il voulait que je comprenne que mon corps lui appartenait, qu'il pouvait en disposer, l'utiliser ou simplement l'observer comme on observe un objet décoratif. Il m'a posé des questions absurdes, triviales. « Aimez-vous la musique, Éléonore ? Savez-vous cuisiner ?» Il voulait jouer à la conversation mondaine dans ce contexte cauchemardesque. C'était une humiliation raffinée. Il m'obligeait à répondre, à participer à cette mascarade, nue et tremblante, validant ainsi sa domination totale. Le temps dans cette pièce n'avait plus de sens. Les minutes s'étiraient, comme des heures. Je comptais les battements de mon cœur, essayant de ne pas m'évanouir. S'évanouir aurait été une défaite. S'évanouir aurait pu les énerver, et je savais, par les rumeurs, que ceux qui gâchaient le temps des officiers ne revenaient pas. Alors je restais debout. Je répondais « Oui, monsieur. Non, monsieur. » Je ravalais mes larmes jusqu'à ce qu'elles me brûlent la gorge comme de l'acide. Je voyais dans ses yeux qu'il se nourrissait de ma peur. Ma terreur était son aphrodisiaque. Ce n'était pas du sexe pour lui, c'était de la consommation. Il consommait ma honte. Quand il a finalement décidé qu'il en avait assez pour ce soir-là, il a écrasé sa cigarette dans un cendrier en cristal. « Vous pouvez vous rhabiller », a-t-il dit, retournant à ses papiers sans un regard de plus. Comme si je n'existais plus, comme si j'étais un dossier qu'on referme et qu'on range dans un tiroir. J'ai ramassé ma robe avec des mains gourdes, peinant à enfiler le tissu. Je voulais courir, hurler, me gratter la peau jusqu'au sang pour enlever la sensation de ses mains, mais je devais sortir calmement. Je devais marcher jusqu'à la porte, attendre qu'on m'ouvre, baisser la tête. La soumission était le prix de la survie. Le retour vers la cellule fut un voyage à travers les limbes. L'officier de garde m'attendait dans le couloir. Il savait. Tout le monde savait. Il avait ce petit sourire en coin, complice et méprisant. Il m'a ramené au sous-sol. Quand la porte de la cellule commune s'est ouverte et que je suis rentré dans la pénombre puante, 60 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Le silence qui a accueilli mon retour était différent de celui de mon départ. C'était un silence lourd, chargé de compassion et d'horreur. Elle savait d'où je venais. Elle voyait la pâleur de mon visage, le vide dans mon regard, la façon dont je tenais mes bras croisés sur ma poitrine, comme pour retenir mes morceaux ensemble. Personne ne m'a posé de questions. C'était la règle tacite. On ne demandait jamais « Qu'est-ce qui s'est passé ?» On savait. Une femme plus âgée, celle qui m'avait conseillé d'être invisible, s'est approchée doucement. Elle ne m'a rien dit. Elle a juste pris ma main glacée dans les siennes et l'a serrée fort. Ce simple contact humain, chaud, rugueux, a failli me briser. C'est là que la première larme a coulé, pas dans la salle 11, mais là, dans la crasse de la cellule, face à la bonté d'une inconnue. J'ai réalisé que j'étais revenu, mais que j'avais laissé quelque chose là-haut. Une partie de mon âme était restée prisonnière entre le tapis persan et le bureau en acajou. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais éveillé, fixant le plafond de pierre humide
écoutant les gémissements des cauchemars des autres. Je me frottais la peau, encore et encore, essayant d'effacer l'odeur de tabac et de cuir. Mais l'odeur était incrustée. Et le pire, c'était la certitude mathématique et inéluctable qui s'installait dans mon ventre. Ce n'était que la première fois. La croix rouge sur le registre était toujours là. Je n'étais plus une personne. J'étais le jouet de la salle 11. Et je savais qu'il viendrait de me chercher à nouveau. Demain, après-demain, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi à consommer. La terreur de l'anticipation était presque pire que l'acte lui-même. Savoir que la porte s'ouvrirait encore. C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable nature de cet endroit. Ce n'était pas une prison, c'était un laboratoire. Et nous étions les cobayes d'une expérience visant à voir combien de temps un être humain peut survivre sans dignité. J'ai regardé mes mains dans le noir. Elles étaient toujours les miennes, mais elles me semblaient étrangères. J'ai juré, dans ce silence brisé seulement par les respirations courtes, que s'il me restait une étincelle de vie, je la garderais cachée si profondément qu'il ne pourrait jamais l'atteindre. Ils pouvaient avoir mon corps, ils pouvaient avoir ma peur, mais je ne leur donnerais pas mon dernier souffle. Pas encore. Mais le destin, lui, avait d'autres plans, et la cruauté de la salle 11 n'était que le prélude à une descente encore plus sombre. Les semaines se sont transformées en mois, et le temps a cessé d'être une ligne droite pour devenir un cercle vicieux. L'hiver 1944 s'est abattu sur nous avec une violence que je n'avais jamais connue. Le froid n'était pas seulement une température, c'était une arme. Il s'infiltrait dans les murs de pierre, gelait l'eau dans nos gamelles et transformait nos doigts en griffes insensibles. Mais paradoxalement, nous en sommes venus à craindre le dégel, car le froid engourdissait nos corps et nos esprits, nous offrant une sorte d'anesthésie naturelle. La douleur vive est plus facile à supporter que la conscience aiguë de sa propre déchéance. La salle 11 est devenue ma routine, mon cancer. J'y retournais 2, parfois 3 fois par semaine. Et le plus terrifiant n'était pas la violence physique, car il n'était jamais brutal au sens animal du terme. Non, l'horreur résidait dans l'évolution de son comportement. Au fil des visites, cet officier, je ne prononcerai jamais son nom, je refuse de lui donner cette existence, a commencé à chercher quelque chose de plus pervers que la soumission. Il cherchait la complicité. Il a commencé à me parler, vraiment parler. Il me racontait ses journées, se plaignait de l'incompétence de ses supérieurs, me parlait de l'opéra à Berlin ou de la qualité du vin français qu'ils avaient reconfisqué. Il me forçait à m'asseoir, habillé cette fois, et me tendait parfois un morceau de chocolat ou une cigarette. Imaginez l'abomination de la scène. Je suis une prisonnière affamée, terrifiée, dont la vie ne vaut rien. Et mon bourreau essaie de créer une illusion de rendez-vous galant dans la même pièce où il m'a violée la semaine précédente. C'était une torture mentale d'une sophistication diabolique. En me traitant parfois comme une invitée, il essayait de brouiller les lignes. Il voulait que je me sente spéciale, que je me sépare mentalement des autres femmes entassées au sous-sol. « Regarde-les », me disait-il parfois en montrant la fenêtre donnant sur la cour où les prisonnières marchaient en cercle. « Elles sont sales, elles ont abandonné. Toi, Éléonore, tu es différente, tu es propre, tu as de la classe. » Il essayait de me faire croire que ma survie dépendait de mon alliance avec lui. Et la partie la plus honteuse, celle que je confesse aujourd'hui avec un poids immense sur le cœur, c'est qu'une part infime de mon cerveau reptilien a commencé à l'écouter. Quand on a faim, quand on a froid, un morceau de chocolat n'est pas juste de la nourriture. C'est un miracle, et l'accepter vous rend complice. C'est là que j'ai rencontré Cécile. Elle est arrivée en janvier. Elle était tout ce que je n'étais pas. Une résistante, une vraie. Une communiste au regard de feu qui crachait par terre quand les gardes passaient. Elle avait été arrêtée pour avoir distribué des tracts. Dès son arrivée dans la cellule, elle a compris mon statut. Elle a vu que j'étais parfois épargnée des corvées les plus dures, que je revenais du 2e étage avec une odeur de tabac sur mes vêtements. J'avais peur qu'elle me juge, qu'elle me traite de collaboratrice horizontale. Mais Cécile a fait quelque chose qui m'a bouleversée. Elle m'a pris sous son aile. « Tu fais ce qu'il faut pour rester en vie », m'a-t-elle chuchoté une nuit,
alors que je pleurais après une séance particulièrement humiliante où il m'avait forcé à porter une robe de soie volée à une famille juive. Ne laisse pas leur jugement entrer dans ta tête. Ton corps est à eux pour l'instant, mais ta tête est à toi. Utilise-le. S'ils parlent, écoute, rapporte-nous tout. Cécile a transformé ma honte en mission. Elle m'a redonné un but. Je n'étais plus seulement une victime, je pouvais être une espionne, même passive. Mais la cruauté du système ne tolérait pas l'espoir. Un soir de février, la routine a changé. L'officier n'est pas venu me chercher. Un autre garde est descendu. Il a lu la liste. Il n'a pas appelé mon numéro. Il a appelé le 512. Cécile. J'ai vu le sang quitter le visage de Cécile. Elle savait. Tout le monde savait que la salle 11 était mon calvaire attitré, mais que parfois, l'officier voulait de la variété, ou pire, briser les fortes têtes. Cécile s'est levée. Elle m'a regardée. Il n'y avait pas de reproche dans ses yeux. Juste une terreur pure qu'elle essayait de masquer par un menton levé. Et à cet instant précis, j'ai ressenti l'émotion la plus laide, la plus inavouable de ma vie. J'ai ressenti du soulagement. Pendant une fraction de seconde, j'étais heureuse que ce ne soit pas moi. J'étais heureuse que ce soit elle qui monte les escaliers vers le monstre. J'ai remercié le ciel que mon corps soit épargné pour une nuit. Ce soulagement, c'est ma plus grande croix. Comment peut-on se dire humain quand on se réjouit du sacrifice d'une amie pour sauver sa propre peau? Cécile n'est pas revenue le soir même, ni le lendemain matin. Elle est revenue 3 jours plus tard. Ils l'ont jetée dans la cellule comme un sac de linge sale. Elle n'était plus la femme de feu. Elle était brisée. Physiquement, elle portait des traces que je ne décrirai pas ici, car il y a des limites à ce que les mots peuvent porter. Mais c'était son esprit qui avait été éteint. Elle ne parlait plus. Elle fixait le mur, se balançant d'avant en arrière. Je me suis approchée d'elle, rongée par la culpabilité, voulant lui donner ma part de pain, voulant lui dire pardon. Elle m'a repoussée avec une violence inouïe, me griffant le bras. « Tu savais » a-t-elle sifflé, sa voix rauque, méconnaissable. « Tu savais ce qu'il faisait là-haut. Il m'a dit que tu étais plus docile. Il m'a comparé à toi pendant qu'il... » Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a vomi de la bile jaune sur la paille. L'officier m'avait utilisée comme une arme contre elle. Il avait utilisé ma soumission forcée pour humilier sa résistance. Il avait transformé ma survie en instrument de torture pour une autre. C'était là le véritable génie du mal de la salle 11. Il ne se contentait pas de nous détruire individuellement. Il nous montait les unes contre les autres. Il empoisonnait la solidarité. Après l'incident avec Cécile, quelque chose s'est cassé en moi. La dissociation ne fonctionnait plus. L'oiseau dans la fissure du mur ne pouvait plus s'envoler. La prochaine fois qu'il m'a convoqué, je n'ai pas vu le bureau en acajou, ni entendu la musique. J'ai vu le sang invisible de Cécile sur ses mains. J'ai vu la réalité crue, sans filtre. Et j'ai compris que je ne sortirais pas de la vivante si je continuais à jouer le jeu de la victime passive. Il a remarqué mon changement d'attitude. « Tu es tendue aujourd'hui, Éléonore », a-t-il dit en caressant le dos de ma main avec son stylo. « Est-ce à cause de ton amie ? Elle n'était pas très coopérative, dommage, j'ai dû insister. » Ce mot, insister, prononcé avec une légèreté mondaine. La colère, une colère froide, noire, compacte, a remplacé la peur. Pour la première fois, j'ai levé les yeux et je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu les gouttes de sueur sur son front, le tremblement imperceptible de ses doigts quand il allumait sa cigarette. J'ai réalisé qu'il n'était pas un dieu. C'était un homme pathétique, un sadique médiocre qui avait besoin de briser des femmes désarmées pour se sentir puissant. Et j'ai compris que s'il était un homme, il pouvait saigner. Je ne savais pas encore comment, ni quand. Mais j'ai décidé ce soir-là, dans le silence feutré de la salle 11, que je ne serais plus jamais complice. La survie ne suffisait plus. Il fallait que quelqu'un paie. Mais le destin, encore une fois, avait une longueur d'avance. Alors que je planifiais une vengeance dérisoire dans ma tête, les bruits du dehors ont commencé à changer. Les bombardements se rapprochaient. L'atmosphère dans le bâtiment devenait fébrile. Les dossiers brûlaient dans la cour. Ils savaient que la fin approchait.
et un animal blessé est toujours plus dangereux qu'un animal repu. La solution finale pour la salle 11 n'était pas la libération. C'était l'effacement des preuves. Et les preuves, c'était nous. Juin 1944. L'air avait changé. Ce n'était plus seulement l'odeur de la peur qui régnait dans les couloirs, c'était l'odeur âcre des papiers brûlés. De la petite fenêtre de notre cellule, nous voyions des colonnes de fumée noire s'élever de la cour intérieure. Les officiers couraient, criaient, déménagèrent des caisses. Le débarquement en Normandie n'était plus une rumeur chuchotée. C'était un grondement de tonnerre qui se rapprochait chaque jour. Pour le monde extérieur, c'était l'espoir. Pour nous, les filles de la salle 11, c'était une condamnation à mort. Nous étions les témoins gênants, les preuves vivantes de leurs crimes les plus intimes. On ne laisse pas de tels témoins derrière soi. L'officier de la salle 11 a changé. Il n'était plus le gentleman pervers qui jouait à la dinette macabre. Il était devenu frénétique, instable. Lors de mes convocations, il ne prenait plus la peine de mettre de la musique. Il buvait, du cognac, verre après verre, dès le matin. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient injectés de sang. Il alternait entre des crises de rage subite, où il renversait les meubles, et des moments de léthargie effrayante où il me fixait en murmurant « Tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de vous. » Comme si nous, ses victimes, étions responsables de la chute du Reich. Un soir, alors que les sirènes d'alerte aérienne hurlaient, il m'a fait monter. Il n'a même pas fermé les rideaux. Les éclairs des bombardements lointains illuminèrent la pièce par intermittence, projetant des ombres monstrueuses sur les murs. Il avait sorti son pistolet de son étui et l'avait posé sur le bureau, à côté de la bouteille. « Ils arrivent, Éléonore », a-t-il ricané, l'alcool empâtant sa langue. « Tes sauveurs américains, tes libérateurs. Tu crois qu'ils vont te comprendre? Tu crois qu'ils vont te voir comme une héroïne ?» Il s'est approché de moi, m'agrippant le visage avec une force qui m'a fait mal. Son haleine empestait l'alcool et la pourriture. « Ils te verront comme une putain à soldat, une collabo. Tu n'as pas d'avenir dehors. Tu n'es en sécurité qu'ici, avec moi. » C'était le mensonge ultime. Il essayait de me faire croire que ma prison était mon refuge. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Il avait peur du jugement. Il savait ce qu'il faisait aux hommes comme lui. Soudain, une explosion plus proche a fait trembler les vitres. La lumière a vacillé. Il a sursauté, lâchant mon visage pour attraper son arme. Dans ce moment de chaos, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La porte du couloir s'était entr'ouverte sous le choc de l'explosion. Juste 1 centimètre. Une ligne de lumière. Mon cœur a fait un bond. C'était la première fois en 8 mois que la voie était libre, ne serait-ce que pour une seconde. Mais où aller? Le bâtiment était plein de soldats. C'est alors que l'alarme générale a sonné. Un son strident, continu, insupportable. « Évacuation! Schneller !» entendait-on crier dans les couloirs. L'officier a paniqué. Il a commencé à fourrer des documents dans une mallette, oubliant ma présence pendant un instant crucial. Il cherchait son carnet, ce fameux registre où il notait ses observations sur nous. S'il emportait ce carnet, nos noms seraient perdus. Si ce carnet tombait aux mains des Alliés, ce serait la preuve. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être était-ce la rage accumulée, peut-être l'instinct de survie, ou peut-être la voix de Cécile dans ma tête. Je n'ai pas couru vers la porte. J'ai vu le cendrier en cristal lourd, massif, posé sur le coin du bureau. Il me tournait le dos, penché sur son coffre-fort ouvert. J'ai saisi le cendrier. Il pesait 1 tonne. Mes mains moites ont failli le lâcher. Il s'est retourné, sentant ma présence. « Qu'est-ce que tu… » Je n'ai pas réfléchi, j'ai frappé. De toutes mes forces, de toute ma haine, de toute la douleur des 8 derniers mois. Le cristal a rencontré son tempe avec un bruit mat, écœurant. Il n'est pas tombé tout de suite. Il m'a regardé avec une expression de surprise totale, comme si l'idée même que son objet puisse se révolter était inconcevable. Puis ses yeux ont roulé dans leurs orbites et il s'est effondré lourdement sur le tapis perçant. Le silence est revenu, brisé seulement par ma respiration haletante et l'alarme au loin. Je regardais l'homme qui avait été mon cauchemar, gisant à mes pieds, un filet de sang coulant sur son uniforme impeccable. Je ne ressentais ni pitié, ni remords, juste une clarté glaciale. J'ai pris le registre sur le bureau.
Je l'ai ouvert. J'ai vu mon nom. J'ai vu celui de Cécile. J'ai vu des dizaines d'autres, barrés, annotés. J'ai arraché les pages. Je les ai fourrés dans ma robe. Je ne pouvais pas le laisser emporter notre histoire. Mais je n'étais pas sortie. J'étais seule, au 2e étage d'un quartier général en pleine évacuation, avec un officier allemand, mort ou inconscient, à mes pieds. Je suis sortie dans le couloir. C'était le chaos. Des soldats couraient vers les escaliers de service avec des caisses. Personne ne faisait attention à une prisonnière grise qui se collait au mur. Je suis descendue, non pas vers la sortie, mais vers le sous-sol. Je ne pouvais pas partir sans Cécile. C'était suicidaire, je le sais. Mais après ce que je venais de faire, la mort ne me faisait plus peur. J'avais déjà tué mon bourreau. J'étais libre dans ma tête. Arrivé à la grille du sous-sol, j'ai vu l'horreur. Les gardes n'évacuaient pas les prisonnières. Ils verrouillaient les portes. Ils partaient en nous laissant enfermés, piégés comme des rats dans un navire en train de couler. J'ai entendu les cris des femmes qui comprenaient « Ne nous laissez pas, ouvrez, au nom de Dieu !» J'ai vu un jeune soldat, un gamin de 18 ans à peine, qui hésitait devant la porte de notre cellule avec le trousseau de clés. Il avait l'air terrifié par les ordres qu'il avait reçus. Je me suis approchée de lui. Je devais avoir l'air d'un spectre, échevelé, du sang, celui de l'officier, sur mes mains. « Ouvre !» ai-je dit, en allemand, une langue que j'avais apprise dans la douleur de la salle 11. « Si tu ne nous ouvres pas, tu devras expliquer à Dieu pourquoi tu as brûlé 60 femmes vivantes. » Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Le bâtiment tremblait sous une nouvelle bombe. La poussière tombait du plafond. Il a jeté les clés par terre et s'est enfui en courant vers la sortie. J'ai ramassé les clés. Mes mains tremblaient tellement que j'ai mis une éternité à trouver la bonne. Le métal cliquetait contre la serrure. « Allez, allez !» Le déclic a enfin retenti. J'ai poussé la lourde porte. Le silence s'est fait dans la cellule. 60 visages se sont tournés vers moi. « Sortez !» ai-je hurlé. « Sortez toutes, maintenant !» Cécile était là, recroquevillée dans un coin. Je l'ai attrapée par le bras. « On y va ! Tu m'entends ? On y va !» Nous avons couru. Une marée de femmes grises, maigres, désespérées, remontant vers la lumière. Nous avons traversé le hall désert, jonché de papier. Nous sommes sortis dans la cour arrière. La nuit était en feu. La ville brûlait au loin. Mais l'air sentait la fumée. Oui, mais il sentait aussi la pluie fraîche. Il sentait le dehors. Nous n'étions pas encore libres. Nous étions fugitifs dans une zone de guerre. Mais alors que nous franchissions le mur d'enceinte effondré par un obus, j'ai regardé une dernière fois en arrière, vers la fenêtre du 2e étage. La lumière de la lampe verte était toujours allumée. La salle 11 était là, immobile. Mais son maître était à terre. Et nous, ces objets, nous courions dans la nuit. Je ne savais pas encore que la liberté serait une épreuve presque aussi dure que la captivité. Car si on peut s'échapper d'une cellule, on ne s'échappe jamais vraiment de sa propre mémoire. La liberté n'a pas le goût du champagne, comme on le voit sur les photos de la Libération. Pour moi, elle avait le goût de la cendre et de la peur. Nous avons couru cette nuit-là jusqu'à ce que nos poumons brûlent, nous cachant dans des granges abandonnées, mangeant des racines, terrifiés autant par les Allemands en déroute que par les justiciers français qui commençaient à purger le pays. Quand les chars américains sont entrés dans ma ville une semaine plus tard, je n'étais pas au premier rang pour agiter des drapeaux. J'étais cachée derrière les volets clos de la maison de ma tante, tremblante. Je voyais par la fente du bois les scènes de liesse, mais aussi les scènes de vengeance. J'ai vu des femmes traîner sur la place publique, des voisines que je connaissais depuis l'enfance. On les accusait de collaboration horizontale. On les asseyait sur des chaises, au milieu des rires et des insultes, et on leur rasait la tête. On peignait des croix gammées sur leur front. Mon cœur s'arrêtait à chaque cri. Si ces gens savaient, s'ils savaient que j'avais passé des mois à monter cet escalier vers la salle 11, ils ne verraient pas la contrainte, ni le viol, ni le chantage. Ils verraient la survivante. Et dans la logique cruelle de l'après-guerre, une jolie femme qui survit à la captivité allemande est forcément suspecte. Pourquoi elle et pas les autres? Qu'a-t-elle donné en échange? L'officier avait raison sur un point, la société ne voulait pas de victimes complexes.
Elle voulait des martyrs purs ou des monstres coupables. Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais une zone grise. Alors, j'ai pris la décision qui a défini le reste de ma vie. Je me suis tue. J'ai brûlé les pages du registre que j'avais volées. Je les ai regardées noircir et s'effriter dans l'âtre de la cheminée. Cécile m'a supplié de les garder, de témoigner. « Il faut qu'il paie », disait-elle. Mais je ne pouvais pas. Témoigner, c'était admettre. C'était raconter les détails, les odeurs, les humiliations. C'était laisser le monde entier entrer dans la salle 11 avec moi. Je n'avais pas la force d'être une héroïne de tribunal. Je voulais juste oublier. Cécile est partie à Paris. Elle est devenue une voix forte, une militante. Moi, je suis restée dans l'ombre. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Je crois qu'elle me rappelait trop ce que nous avions perdu, et je lui rappelais trop ce qu'elle avait dû endurer. Henri est revenu du front en 1945. Il était maigre, vieilli, mais vivant. Il est venu me voir avec des fleurs, les yeux brillants d'espoir, prêt à reprendre notre histoire là où elle s'était arrêtée. Mais quand il a essayé de me prendre la main, j'ai reculé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Sa main était douce, aimante, mais ma peau se souvenait d'un autre toucher, celui du cuir froid et des gants chirurgicaux. Je voyais l'incompréhension dans son regard. « Éléonore, c'est fini, ils sont partis », me disait-il. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient repartis physiquement. Oui, le bâtiment avait été rasé. L'officier était mort ou en fuite. Mais la salle 11 n'était pas un lieu géographique. C'était un lieu mental. Et j'y étais toujours enfermée. J'ai rompu avec Henri 2 mois plus tard. Je lui ai dit que je ne l'aimais plus. C'était le plus gros mensonge de ma vie. Je l'aimais à en mourir. Mais je l'aimais trop pour le laisser toucher une femme qui se sentait sale jusqu'à l'âme. Je ne voulais pas qu'il porte mon fardeau. Il a épousé une autre femme 3 ans plus tard. Je les ai vus de loin, heureux. C'était ma punition, et c'était ma victoire. Il était sauf de moi. J'ai passé les 40 années suivantes à construire une façade de normalité. Je me suis mariée avec un homme gentil qui ne posait pas de questions. J'ai eu des enfants. J'ai travaillé. J'ai ri au repas de famille. J'ai appris à sourire pour les photos. Mais il n'y a pas eu un seul jour, pas un seul, où je n'ai pas pensé à cette pièce. Parfois, une odeur de lavanda dans la rue me figeait sur place. Parfois, le bruit d'un stylo grattant sur du papier me donnait la nausée. Mes enfants ne savent rien. Ils pensent que leur mère a eu une guerre tranquille. Ils ne savent pas que chaque nuit, avant de dormir, je vérifie 3 fois que la porte est verrouillée. Ils ne savent pas pourquoi je ne supporte pas la musique de Wagner. Pourquoi je parle aujourd'hui? Pourquoi maintenant, alors que ma voix tremble et que ma mémoire s'effiloche? Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de porter ce secret comme une pierre tombale. Je suis fatiguée de voir les néo-nazis défiler à la télévision, de voir le monde oublier ce que le fascisme fait réellement au corps des femmes. On parle des batailles, des stratégies, des chiffres. Mais on parle rarement de l'intimité de la terreur. On oublie que la guerre ne se gagne pas seulement sur des plages, mais qu'elle se perd parfois dans des chambres closes, silencieuses et bien rangées. L'officier de la salle 11 pensait qu'il m'avait brisée, et pendant longtemps je lui ai donné raison. J'ai cru que j'étais une coquille vide. Mais regardez-moi, j'ai 82 ans, j'ai survécu à l'hiver 44, j'ai survécu à la honte de 45, j'ai survécu à la solitude de mes propres souvenirs. Il est mort, oublié, une poussière dans l'histoire. Moi, je suis là. Je respire. Je parle. C'est ça, la seule véritable vengeance. Vivre. Vivre malgré tout. Vivre avec les fissures, vivre avec les taches, mais vivre. Mais je veux vous laisser avec une question. Une question qui m'empêche encore de trouver la paix absolue. Si vous aviez été à ma place, si on vous avait donné le choix entre mourir en héros dans une fosse commune ou survivre en perdant votre âme, jour après jour, dans une chambre feutrée, êtes-vous absolument certain de ce que vous auriez choisi? Ne me jugez pas trop vite. La morale est un luxe de temps de paix. Dans la salle 11, le bien et le mal n'existaient pas. Il n'y avait que le silence et le bruit de la clé qui tourne. Le silence de la salle 11 est finalement brisé. Mais l'écho de cette douleur résonne encore bien au-delà de cet écran.
Ce que nous venons de traverser ensemble n'est pas seulement un chapitre poussiéreux du passé, c'est une confrontation brutale avec la fragilité de la condition humaine. Combien d'autres voix comme celle d'Éléonore se sont éteintes dans l'ombre, emportant avec elles des secrets trop lourds pour être partagés. Ce souvenir n'est pas un acte passif, c'est une responsabilité morale. C'est refuser que l'oubli offre une dernière victoire aux bourreaux qui comptaient sur le silence de leurs victimes. Notre mission est d'exhumer ces vérités, aussi inconfortables et déchirantes soient-elles, pour honorer la résilience incroyable de ceux qui ont dû traverser l'enfer pour que nous puissions connaître la liberté. Si ce récit a touché votre âme, s'il a éveillé en vous une émotion ou une nouvelle compréhension du prix de la survie, nous vous invitons humblement à soutenir ce travail de mémoire. En vous abonnant à la chaîne et en partageant cette vidéo, vous devenez gardien de ces histoires. Chaque geste de soutien est une bougie allumée dans l'obscurité de l'histoire, un signal fort que ces vies comptent encore aujourd'hui. Éléonore nous a laissés face à un miroir terrifiant, posant la question que personne n'ose affronter. Oubliez le confort moral de notre époque et plongez dans le secret de votre propre conscience. Face à l'instinct de survie le plus pur, qu'auriez-vous fait à sa place? Le courage a-t-il un seul visage, ou la survie est-elle, en soi, l'acte de résistance le plus difficile? Nous vous invitons à partager votre ressenti, vos réflexions ou simplement un mot de paix dans les commentaires ci-dessous. Continuons cette conversation difficile mais nécessaire, ensemble.